Voilà, bonjour à tous, on va commencer. Je vous remercie d'être venus dans ce café-restaurant qui nous accueille bien gentiment pour découvrir le nouveau roman de Nathalie de Suisse qui s'appelle Le miroir. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va faire un tout petit interlude Novellas 30 secondes. Donc, je m'appelle Stéphane Van Puyveld, je suis le président de Novellas ASBL. On est une association d'artistes et parmi nos activités, il y a un service éditorial. Donc voilà, c'était la petite parenthèse et maintenant on va se concentrer uniquement sur Nathalie. Alors, Nathalie, première question, qui es-tu? En deux mots, je suis professeur de français dans l'enseignement ordinaire, premier degré. J'écris depuis que j'ai l'âge de 10 ans. C'est une véritable passion pour moi et j'ai décidé, après plusieurs séries que j'ai écrites sur le net en tant que fanfiction, j'ai décidé que j'ai eu un petit fan club dessus, j'ai décidé de me lancer dans une version papier et c'est là que j'ai commencé à écrire ce roman et qu'ensuite j'ai contacté Novellas pour pouvoir le faire publier en version papier. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas la fanfiction, qu'est-ce que c'est? Les fanfictions, ce sont des histoires totalement imaginaires mais basées sur des séries ou des romans existants. Par exemple, la série Harry Potter a donné lieu à beaucoup de fanfictions où on imaginait des couples insolites, où on imaginait des nouveaux sortilèges, des nouveaux objets magiques et les fans se sont donnés à cœur joie d'imaginer ces petites aventures mais toujours soit en mettant Harry en vedette, soit en mettant Hermione, soit en mettant Ron. Moi, je me suis basée sur ce genre de fanfiction, soit je prenais Harry Potter, soit je prenais d'autres séries télévisées ou d'autres romans qui me plaisaient énormément et je réinventais totalement un monde à partir de ces personnages. Mais ces mondes étaient bien à moi, mis à part le caractère des personnages, le reste était totalement imaginaire. D'accord. Et ça t'a inspiré dans une certaine mesure? Oui, je vais dire ça a été plus un tremplin pour me faire connaître. Parce que quand on est totalement inconnu et qu'on a envie de faire partager ses écrits, les gens ne sont pas intéressés par des parfaits inconnus. Or, quand vous utilisez des personnages célèbres ou des personnages vraiment connus ou des auteurs connus, quelque part vous utilisez un peu de la célébrité de quelqu'un d'autre pour vous faire connaître et les gens sont tombés amoureux plus de mes écrits. Oui, ça mettait en scène des personnages qu'ils aimaient beaucoup, mais comme c'était dans un univers totalement inédit, ils sont tombés amoureux de cet univers que je crée à chaque fois. Et j'ai pu me faire connaître grâce à ça. D'accord. Et quand tu dis te faire connaître, tu as un ordre d'idée en termes de quantité de personnes pour l'instant, dans le public? Je vais dire dans le public, je parle ici Internet, je ne parle pas réel, je vais dire, je n'ai pas eu de contact encore avec ces personnes-là. C'est un public francophone, donc je touche aussi bien des Suisses, des Français que des Canadiens. Et là, mon fan club se monte à 250 personnes. C'est bien. Et tu fais ça depuis combien de temps? En tout cas en tant que je vais dire, sur Internet? Sur Internet, j'y suis depuis 2007. En 10 ans? 2006-2007. D'accord. Et comment est-ce qu'on passe de la fanfiction au roman? Eh bien, donc en fait, la fanfiction, ce qui est enrichissant, c'est qu'on peut laisser des commentaires. Donc on publie chapitre par chapitre et non pas l'histoire complètement, ce qui fait que les lecteurs peuvent commenter le chapitre dit et donner des remarques, des pistes pour le chapitre suivant en disant « moi je vois bien quel personnage vivre cette aventure-là ». Et de fil en aiguille, j'ai travaillé avec d'autres auteurs qui me suivaient en tant que lecteur. J'ai même eu contact avec une Française qui maintenant se fait éditer en France dans son petite maison d'édition française. Et plusieurs m'ont demandé, donc ça a été vraiment une demande de leur part, on aimerait bien une version papier. Donc voilà. Et certains me disaient aussi qu'ils imprimaient mes écrits pour les relier chez eux parce que c'était un plaisir de me relire. Ouais, c'est bien. C'est tout un secteur que moi je ne connais pas, donc ça fait plaisir de voir ça. Et du coup, on va un peu plus parler du roman. Et je te propose de commencer par un extrait. D'accord. Ici, j'ai choisi donc un extrait qui est au tout début. Bien le numéro de la page aussi. La page 8. Donc c'est page 8. Donc, avant de lire un extrait, raconter un petit peu l'histoire peut-être. Et d'abord, tu expliques. Là-bas. C'était plus fort que moi. Ce miroir m'obsédait, m'hypnotisait. Quand mon regard croisait mon autre moi-même, je me sentais bien. Je pouvais rester des heures à y contempler ce reflet qui m'échappait totalement. Comment
fait-il être si semblable et si différent de ce que j'étais réellement? Alors j'ai pris une loque posée sur le lit. Mine de rien, je me suis appliquée à dépoussiérer le cadran en bois du miroir sur pied. C'était une véritable œuvre d'art. Je ne m'y connaissais pas beaucoup en art, mais je savais reconnaître la beauté et le talent quand je les voyais. L'armature était ovale et très grande. Le bois était recouvert d'un magnifique vernis blanc. Des angelots et des fruits exotiques étaient sculptés délicatement autour du miroir. C'était majestueux, digne de la chambre d'une reine. Et je mettais un point d'honneur à lui rendre justice en le frottant régulièrement. Je n'autorisais aucun grain de poussière à détériorer ce chef-d'œuvre. Alors, qui est Je? Je, c'est Agnès, donc vous voyez sur la couverture, avec en arrière-plan le miroir. Alors Agnès a une vie très très banale. Elle va avoir 30 ans, c'est une femme au foyer, elle est l'épouse d'un notaire, elle habite dans une maison 4 façades et elle a un bébé de 9 mois. Donc une vie très très banale en soi. Mais son quotidien va être perturbé parce qu'elle va hériter d'un miroir sur pied. Et elle, la femme au foyer, la mère de famille, elle se sent enfin belle, vraiment majestueuse dans ce miroir. Elle ne comprend pas cet effet-là. Elle n'est pas quelqu'un de spécialement coquet et elle n'est pas quelqu'un non plus qui a spécialement confiance en elle. Mais quand elle se voit dans ce miroir, elle voit enfin la femme qu'elle aurait toujours voulu être, l'image qu'elle aurait voulu donner aux autres. Et puis un jour, Agnès va avoir une désagréable surprise, parce que son reflet va commencer à bouger. Et c'est là que le cauchemar va commencer. Alors justement, comment est-ce que l'on peut considérer ce livre? Est-ce que c'est un livre fantastique? C'est un livre d'horreur? C'est un livre... Enfin moi j'aime bien le terme psychologique, parce que quand on dit psychologique, c'est pas forcément en référence à la psychologie, mais plus à l'analyse intérieure des personnages. Comment est-ce que tu le qualifierais? Alors, d'une part, je le qualifierais de fantastique, parce qu'à partir du moment qu'un reflet prend vie et qu'un miroir, plus qu'un objet, devient une entité à part entière, c'est une caractéristique du fantastique. En deuxième lieu, psychologique, parce que, comme dans tout bon roman fantastique, le héros n'accepte pas tout de suite la remarque d'une chose surnaturelle, du fantôme. Donc elle va d'abord beaucoup se remettre en question avant d'accepter l'inévitable. Oui, il y aura beaucoup d'introspection du personnage. Alors, de nos jours, la plupart des gens ont une vision du fantastique qui est plus liée à, comme on influence finalement à Harry Potter, c'est plus de l'heroic fantasy, c'est plus des sorciers. Ici, pour moi, on est plus dans un fantastique des années 80, un peu plus Hitchcockien. Attention, on confond beaucoup le fantastique d'aujourd'hui, on ne donne pas la bonne définition. Bon, je suis professeur de français et je peux vous dire que Harry Potter ce n'est pas du tout du fantastique, c'est du merveilleux. On est bien d'accord. C'est du conte. Voilà, et tout à fait, ça relève du conte. Et l'heroic fantasy, c'est encore un milieu bien à part, c'est un style qui prend de plus en plus de l'ampleur, mais c'est un style totalement à part du fantastique. Le fantastique, il régit selon une trame bien spécifique, donc on a un quotidien tout à fait banal, et on va sortir de ce quotidien par quelque chose d'inexplicable, qu'on va dire entre guillemets magique, mais pas forcément magique du bon côté de la chose. Donc pas magique dans le style Harry Potter, magique côté démoniaque. Le but premier du fantastique, c'est vraiment de faire peur. C'est vous dire, oui, vous croyez être dans un quotidien rassurant, mais tout peut basculer du jour au lendemain, quoi que vous pensiez. Donc, oui, si tu veux dire par là que c'est du fantastique un peu des années 80, parce que j'essaie de renouer vraiment avec ce style-là. Pour revenir aux racines du fantastique. Voilà, je veux vraiment revenir aux racines du fantastique et non pas qu'on mélange les genres. C'est tout à ton honneur, j'apprécie. Parce que effectivement, la plupart des textes que je reçois ont toujours cette connotation d'heroic fantasy ou de sorcier, de sorcellerie. Donc ça peut être intéressant dans un certain délai, laps de temps, où voilà. J'aime bien ce qui est un peu plus concentré et qui revient aux sources. Donc ça c'est très bien. Alors il y a plusieurs personnages dans ton livre, mais il y a essentiellement 3 personnages principaux qui sont Agnès, Benoît, son mari, donc le père, et le bébé. Voilà. Alors, tu peux un peu parler de cette interaction, de ce triangle qui fait quoi? Comment est-ce qu'ils vivent leur vie au quotidien?
Agnès est vraiment la femme au foyer par excellence. Donc, je veux dire, ce n'est pas par dépit qu'elle est femme au foyer, c'est réellement par choix. Elle a vraiment une vision assez ancienne de la femme. Donc la femme, elle est là pour s'occuper de son enfant. Elle aspire en fait à devenir une mère idéale parce qu'elle se dit, je vais devenir quelqu'un à travers les yeux de mon enfant. Et elle ne le conçoit pas, elle a tellement peu confiance en elle qu'elle ne conçoit pas qu'elle peut elle-même réaliser son propre destin. C'est non, c'est je veux faire en sorte que mon enfant me voit tel que j'aimerais être et je vais me construire à travers les yeux de mon enfant. Christophe, pour l'instant, n'a que 9 mois. Et oui, il est fort attaché à sa maman, c'est un bébé, donc tout son univers se rattache à sa mère. C'est elle qui le nourrit, c'est elle qui le change, c'est elle qui l'habille, c'est elle qui le couche. Donc cet enfant vit vraiment, pour l'instant, à travers sa mère parce qu'il n'a pas encore de conscience propre. Et son mari Benoît, donc de un, c'est un notaire, donc c'est quelqu'un, je veux dire, de cultivé, qui a fait des études et qui est aussi fort occupé parce que ses rendez-vous parfois se passent en dehors des heures de travail ou lors d'un repas, donc il est souvent absent. Mais il regrette cet état de fait parce qu'il se dit ma femme n'est pas ma servante, ma femme c'est ma partenaire de vie et le fait qu'elle se complaît dans ce rôle, ça le dérange énormément. Et mais d'un autre côté, se sent impuissant parce qu'il se dit qui suis-je pour dire à ma femme comment elle doit être. Si elle s'épanouit dans ce rôle-là, est-ce que je peux vraiment l'interdire de s'épanouir dans ce rôle-là? Mais d'un autre côté, il regrette le temps où il n'était qu'à deux. Donc il a l'impression que ce bébé est de trop, qu'il a envie de retrouver sa femme plutôt que la mère. Donc, voilà. Tu as l'impression que cet état de fait est commun à la plupart des couples. Est-ce que les couples, tu as des enfants, donc est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire, que ce soit le père ou la mère, peu importe, qu'à un moment donné, le bébé devient ce tiers, cette troisième personne qui brise le couple d'une certaine manière? Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça dans mon couple, parce que depuis toujours, on a beaucoup discuté, mon mari et moi, et on a toujours dit d'un commun accord, stop, notre vie tourne autour de l'enfant, nous sommes aussi un couple, donc on va le confier aux grands-parents qui eux aussi ont un rôle à jouer dans l'éducation de l'enfant. On n'est pas que des parents, mais aussi des grands-parents, des amis, une marraine, un parrain. Donc nous, on a vraiment cette conception de la famille qui est assez grande, et on accepte que notre enfant soit confié parfois aux grands-parents et que l'on prend du temps aussi pour notre couple. Mais je me suis inspirée de cas réels où certaines de mes collègues, là, qui m'a fortement étonnée, parce que je pensais franchement que ce choix était dépassé à l'heure actuelle, mais j'avais des collègues qui me disaient qu'elles n'acceptaient pas de laisser leur enfant à leurs parents ou à leurs beaux-parents, qu'elle était la mère et que si elle avait décidé d'être mère, elle devait l'assumer jusqu'au bout. Et que même elles se relevaient la nuit en délaissant totalement leur mari et elles allaient dormir toute la nuit dans la chambre de l'enfant. Et quand le mari demandait « Tu es ma femme ou tu es la mère de mon enfant ?» Je suis à présent la mère de ton enfant, je ne suis plus ta femme. Et elle nous raconte ça, je veux dire, dans la salle des profs. Je suis très choquée qu'elles tiennent ce discours et qu'elles en soient fières de ce discours. Et ce roman est né de ces impressions-là. J'ai aussi une collègue elle a eu un empêchement suite à un conseil de classe, elle n'a pu aller chercher son enfant. Sa propre mère est allée chercher son enfant à la crèche, et quand elle est rentrée, le bébé avait vomi sur lui parce que c'est un bébé, et la mère est en train de lui donner un bain. Eh bien, elle a fait tout un scandale sur sa mère parce que sa mère n'avait pas le droit de voir son bébé. Et elle n'avait pas le droit de donner le bain à son bébé. Donc, je trouvais... moi, j'ai été scandalisée par ce genre de réaction parce que je pensais qu'à notre époque, ça n'avait plus lieu d'être. Alors là, chaque famille a sa façon de vivre, donc ça, c'est un autre problème. Mais là, tu soulèves quelque chose d'intéressant qui n'apparaît pas dans le livre. Au contraire, c'est le contraire justement, c'est que toi, tu es dans une famille où tu as justement des grands-parents ou des personnes qui doivent encadrer. Mais Agnès n'a personne. Oh non, si, regarde. Sa mère, il n'y a plus de contact. Sa mère, il n'y a plus de contact. Les beaux-parents ne l'aiment pas vraiment non plus. Les beaux-parents ne l'aiment pas non plus, mais ils sont aussi contents de garder l'enfant, chose qu'elle leur refuse à chaque fois. Ouais, donc ça, c'est son choix. Mais dans les faits, finalement, elle se retrouve toute seule par sa faute. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, un des avantages et un des inconvénients de ce livre, c'est que c'est un livre scénaristiquement très bien écrit, avec une fin originale, et donc du coup c'est très difficile de pouvoir parler sans trop dévoiler. Donc ça c'est le petit
problème quand on veut faire une présentation, c'est qu'on ne sait jamais où est la limite, trop en dire, essayer de garder le petit côté secret. Mais moi, une des caractéristiques, c'était que j'ai eu du mal à rentrer dedans, parce que c'est pas mon genre de lecture à la base. Je suis habitué à de la poésie, des nouvelles, des textes assez courts, et tu mets du temps pour mettre en place la vie d'Agnès. On découvre, on prend 2-3 chapitres avant on se demande, tiens oui, elle décrit la vie de quelqu'un, et bon, on aime ou on n'aime pas cette vie, mais pourquoi justement cette volonté de tout mettre en place, de vraiment, c'est pas pesant, mais c'est bien précis. Parce que je voyais ça comme un puzzle. Souvent, moi je suis une grande adepte des séries policières et des séries fantastiques. Et une des grandes règles que j'ai toujours appris dans ce genre de fait, c'est que rien n'est laissé au hasard. Chaque élément qu'on pense anodin aura son importance à un moment dans l'histoire. Et ici, toi tu pensais que c'était assez banal. Effectivement, le début est assez banal, mais on se rend compte que ces petits détails deviennent très importants vers le milieu de l'histoire et surtout vers la fin. Et je voulais aussi que les gens prennent plaisir à relire l'histoire en se disant qu'est-ce qui m'a échappé? Je ne m'attendais pas du tout à ça, qu'est-ce qui m'a échappé? Et effectivement, tiens oui, dans le premier chapitre, elle parle de ça. Je n'y avais pas fait attention jusqu'à présent. Donc j'avais vraiment cette volonté. Alors, on va un peu parler de la couverture. Comme ça, parce que, mine de rien, c'est une des couvertures qui, en apparence, a l'air très facile et très simple, mais d'un point de vue technique, elle a pris beaucoup de temps, finalement. Alors, je vais déjà remercier Mélissa Lepus qui a dessiné, Fabrice qui a bien collaboré à mettre en forme avec moi, et Nathalie, puisque c'est elle qui a proposé le dessin original, en tout cas l'idée originale. Donc voilà, tu peux un peu nous parler justement de l'originalité. Donc en fait, à la base, c'était très difficile de choisir le thème de la couverture, parce que oui, on savait qu'il y aurait Agnès, on savait qu'il y aurait un miroir, mais comment établir la relation des deux? Parce qu'en partie, elle est fascinée par ce miroir, et puis ensuite, elle va en avoir peur. Pas tout de suite, mais elle va en avoir peur. Donc comment établir cette relation des deux? Donc on a eu beaucoup d'idées. Donc est-ce qu'elle est face au miroir? Est-ce qu'on voit son reflet? Est-ce qu'on va laisser une part de mystère? Et finalement, moi je voulais vraiment qu'elle soit dos au miroir pour montrer que elle ne voulait plus être confrontée au miroir, que finalement sa peur était devenue telle qu'elle ne supportait même plus de se voir dedans. Mais malgré tout, elle est rattachée au miroir parce qu'il y a des mains qui sortent du miroir qui l'attachent toujours et qui l'obligent à toujours se confronter à son reflet. Donc elle ne peut pas y échapper. Donc elle est vraiment prisonnière de sa relation avec le miroir. Et j'avais dessiné effectivement le croquis initial. Et puis Mélissa a proposé un personnage plus réaliste parce que ce n'est pas mon style de dessin. Je suis plus de la bande dessinée. Et évidemment, la bande dessinée ne correspond pas du tout au ton du texte. Et donc voilà, Mélissa est tombée tout de suite amoureuse de sa façon dont elle s'est appropriée le personnage et les couleurs qu'elle a mis en place. Là, on se demandait sombre, clair, foncé. Parce que oui, on voulait quand même voir clairement le personnage, mais on voulait mettre une ambiance plus oppressante, qui correspondait mieux au texte. Vous ne le voyez plus sur la version définitive, mais il y avait un papier peint derrière aussi. Donc, alors les tests, le fait d'avoir une couverture très sombre, ça supposait de faire un papier peint très clair, ça faisait des contrastes pas forcément joyeux et heureux. Donc voilà, donc c'était finalement un travail assez compliqué pour, à la base, une idée assez simple. Tu veux lire un deuxième extrait? On va lire un deuxième extrait. Dis bien la page. Page 33. J'ai entendu l'eau se déverser dans la salle de bain. Mon mari venait de vider la baignoire. Dans un instant, il serait là. J'ai raté l'occasion de laver avec lui. Ça faisait longtemps qu'on ne prenait plus nos bains ensemble. Ça m'a attristé. J'ai avancé vers le miroir. L'autre Agnès avait une démarche sensuelle. Elle m'attirait. Dans cette image renversée,
J'y voyais l'adolescente que j'avais été. J'étais plus pétillante, moins fatiguée, plus épanouie, moins fanée par les tâches quotidiennes et répétées de la vie. J'ai affronté une nouvelle fois mon propre regard dans la... Voilà, merci pour cette lecture. Et donc on va embrayer sur un sujet qui te passionne et qui m'en interpelle aussi, le Japon, les mangas. Quel est le lien entre le miroir, ta vie et le Japon? Pas vraiment de lien entre le Japon et le livre, mais bon, c'est vrai que le Japon m'a toujours beaucoup influencé, donc j'ai découvert ça, je vais dire, avec le Club Dorothée. Donc je suis une génération Club Dorothée, moi aussi, avec Dragon Ball, Sailor Moon, et bon, en tant qu'adolescente, les mangas sont arrivés à ce moment-là, donc on avait le premier manga arrivé de Sailor Moon, on était totalement folles à ce moment-là. Donc, Cindy, tu vois, je sais te dire. On s'échangeait régulièrement des mangas à l'école, mais moi, ce qui m'intéressait plus dans les mangas, c'était pas trop l'histoire, c'était vraiment la culture de là-bas, la culture dans le Japon, et les similitudes et les différences avec notre quotidien. Donc déjà les uniformes, le fait que la classe appartienne à l'élève et non pas au professeur, que l'élève soit responsable de sa classe. Moi, je me disais que c'était une autre manière de responsabiliser les élèves. Ça m'aurait bien plu de vivre à ce moment-là, surtout qu'au Japon, l'après-midi est réservé, je veux dire, aux tâches ménagères. Donc, on apprend au sport, mais on apprend surtout aux Japonais à cuisiner pour se préparer à vivre seul dès qu'ils seraient diplômés. Donc, ça m'a beaucoup manqué et j'aurais bien voulu, dès le plus jeune âge, apprendre toutes ces choses-là de la vie. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait la découverte lors d'une convention de manga de la SBL Passerelle Japon, qui proposait des cours de japonais. Je me suis tout de suite inscrite et j'ai commencé à apprendre le japonais. Puis la SBL s'est agrandie, elle a proposé des cours de cuisine japonaise auxquels j'ai assisté. Donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré le secrétaire de la SBL, que j'ai épousé, et avec qui j'ai 2 enfants maintenant. Et c'était donc ça. C'était donc ça. Voilà, exactement. Et de fil en aiguille, dès qu'il y a un événement, une passerelle doit être pour faire des présentations, j'y suis. J'ai participé au cours de mangaka, j'ai participé au cours de lecture manga. Je m'occupe maintenant des cours de cuisine, donc j'assiste le chef cuisinier et je donne parfois des cours particuliers de cuisine. Voilà. Alors la question à $1000 ou à millienne. Quand est-ce que tu es allé au Japon la dernière fois? Jamais. Voilà. Moi j'ai été. Non mais je suis allée à Bali, qui n'est pas si loin que ça du Japon. D'accord. Mais qu'est-ce que tu attends pour y aller au Japon? Que les enfants soient grands. D'accord. Parce que je vais dire, quand on était plus jeunes, mon mari et moi, financièrement, c'était pas possible. Et quand maintenant financièrement c'est possible, nos enfants sont trop petits pour y aller, mais ils sont assez grands, donc on peut partir sans travailler. Ça me brise même mon cœur de mère, de me dire je vais partir en vacances, mais pas vous. D'accord. Alors, la deuxième question que j'avais envie de poser concerne aussi un peu ton parcours éditorial. Moi, je suis un vieux de la vieille malgré tout finalement, et je ne réalise pas toujours la joie, le plaisir, les difficultés surtout que peuvent éprouver les auteurs. Et en venant de Bruxelles en train, je me suis posé la question de savoir finalement quand est-ce qu'on a commencé à parler du miroir. Et je me rends compte que ça fait plus d'un an. Tout à fait. Et donc je me dis qu'effectivement pour arriver à produire un livre de qualité, un texte qui a un certain nombre de pages, finalement ça prend du temps. Oui. Et c'est un projet de longue haleine. Il faut savoir que moi j'ai écrit depuis l'âge de 10 ans. Donc j'écrivais à la base pour mon frère et pour mes cousins, je leur écrivais des histoires, ou pour ma grand-mère que je lui faisais lire mes textes d'enfants évidemment, et de façon très mignonne, elle me disait ma petite fille, c'est magnifique. Et j'aurais aimé qu'elle soit toujours là pour voir l'aboutissement de toutes ces heures de labeur. Je m'obligeais à lire mes textes d'enfants. Et puis je me suis lancée sur le net
pour continuer à écrire. Et il faut savoir que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination et des fois, j'ai même l'impression de déborder d'imagination. Si je n'écris pas ce auquel je pense, je vais perdre tout ça. Et c'est vraiment un besoin d'écrire. Donc j'ai besoin d'avoir mon moment à moi et d'écrire tout ce que j'ai imaginé en m'occupant des enfants, en faisant le repas. Et quand je t'ai rencontré, donc il y a un an et demi d'ici, en juin, il faut savoir que même si ce texte n'avait pas été écrit sur papier, sur écran, j'ai envie de dire maintenant, il était dans ma tête depuis des années et des années. Donc je veux dire, avant de me mettre vraiment à écrire, je mûris ma réflexion dans mes tâches quotidiennes. Et quand je me dis oui, ça a l'air bon, tiens, ça, je vais peut-être l'écrire pour voir comment ça marche. Alors, attends bien, parce que c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on a un autre livre, Miroir, finalement, chronologiquement n'est pas ton premier vrai livre, enfin si, ceci est ton premier roman édité, mais ce n'est pas ton premier livre édité, puisque juste avant, tu peux le montrer peut-être, on a sorti un recueil collectif de nouvelles, et donc tu as un texte, et je dis que ce n'est pas vrai, parce que pour ce texte-là, du coup, tu n'as pas eu la possibilité de mûrir vraiment le texte, puisque la particularité, c'est que chaque écrivain a reçu une illustration, et qu'il a dû écrire son texte sur base de cette illustration. Donc si tu veux parler juste un tout petit peu de la nouvelle, Donc voilà, donc ça c'est l'illustration que j'ai reçue. Et Stéphane m'a dit, voilà, tu m'écris 7 pages sur ce dessin. 5 à 7. 5 à 7. J'étais là, oui, d'accord. Et qu'est-ce que j'écris? Je sais pas, d'accord. Tu fais aller ton imagination, tu t'inspires, c'est bon. Et j'avoue que j'ai vraiment eu des difficultés pour pondre un texte pour cette image parce que c'était pas vraiment le domaine dans lequel j'écris. J'ai écrit plutôt du fantastique, de l'heroic fantasy à mes heures, mais essentiellement du fantastique. Et ça, pour moi, c'était un dessin plutôt réaliste. Donc il me poussait un petit peu dans mes retranchements, il me sortait de ma zone de confort, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais écrire? Et là, je veux dire, ma plus grande source d'inspiration, c'est ma famille, c'est mon entourage. Et j'ai pensé aussi au quotidien, et là j'ai pensé à ma petite fille, Olivia, qui est née le 22 mars, donc le jour des attentats de Bruxelles. Et je me suis rappelé que son anniversaire avait été gâché par ces attentats, mais malgré tout, elle garde le sourire, et elle se dit c'est pas grave, j'ai eu ma famille, j'ai eu mes petits cadeaux, et la vie, elle continue. Et c'est ce que ce dessin m'a fait penser. Je voyais une petite fille qui en dessous, donc c'est beaucoup des onomatopées et des explosions. Malgré tout, elle continue de rêver, cette petite fille. Pour moi, ce dessin, il était quelque part qui était source d'espoir. J'avais envie d'écrire là-dessus. Voilà, et donc le dessin a été fait par Rosalie Bosny que tu as pu rencontrer. Tout à fait. Donc voilà. Alors avant d'embrayer sur la dernière partie qui sera une ou deux questions à Fabrice, comme ça il a le temps de se préparer, on va lire un extrait. Un troisième extrait. Un troisième extrait. Psychologiquement on entend. Ouais, parce que... Donc c'est page 57. Benoît est sorti en claquant la porte. Crétin, idiot, espèce de petit merdeux. Je l'ai insulté à voix haute. Tant pis s'il m'entendait. Je redoutais en même temps qu'espérait qu'il réagisse à ma crise de nerfs. Il était hors de question qu'il en sorte un si bon compte. Si c'était la guerre qu'il voulait, il l'aurait. Un bruit m'a interrompu. C'était le son de doigts tapotant sur du verre. J'ai ouvert la porte à une furie. Je croyais que Benoît était derrière et me narguait avec ce stratagème puéril. Il n'y avait personne. J'ai examiné autour de moi. J'ai retenu mon souffle quand je l'ai vu. Une main, une simple main, pianotait sur la surface lisse du miroir sur le pied. Il n'y avait pas de reflet, juste la main sortant de la droite qui ne s'arrêtait pas de produire ce petit bruit angoissant. Je me suis approchée dans un état second. Ma respiration était saccadée. Je devais savoir, je devais vérifier par moi-même le phénomène. Quelqu'un était-il derrière, caché? Il me jouait un mauvais tour. J'ai fait le tour de l'objet. C'était un miroir, de ce qu'il y avait de plus
banal. Simplement, il ne renvoyait pas mon double. Je me suis forcée à aller jusqu'au bout de mon inspection. Doucement, j'ai posé mes doigts sur le vernis. La main a frappé plus fort sur la paroi. Sa paume à plat rencontrait totalement la surface. Lentement, la dextre a recommencé. Les coups semblaient de plus en plus violents. Elle aurait voulu briser la glace que ça ne m'aurait pas été négué. C'en était trop pour moi. Terrorisée, je me suis précipitée vers la sortie. Avant de fermer la porte, j'ai vu la main me faire signe joyeusement. C'était un au revoir, la promesse silencieuse d'une prochaine visite de sa part. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Fabrice de venir nous rejoindre juste à côté pour une ou deux questions. Bien. Voilà. Je crois que tu peux faire un petit peu, merci. Alors, c'est pour le cadrage, je suis désolé. Donc voilà, mais en fait, ça me fait plaisir de te voir parce que le hasard fait que nous sommes amis depuis quand même quasi plus de 20 ans maintenant. Et que si finalement Nathalie est éditée, c'est aussi parce que je connaissais Fabrice. Et qu'il a pris une grande part dans la création du livre, peut-être pas au niveau, en tout cas pas au niveau scénaristique, mais en tout cas au niveau de l'implication émotionnelle, la présence, le fait de venir aux réunions, aux événements, et pour la création de la couverture. Mais comme il est informaticien, forcément, il a des compétences dans le domaine. Par contre, ce que moi je ne sais pas, et ce que j'aimerais quand même que les gens comprennent aussi, c'est que faire un livre, c'est pas juste l'histoire d'un éditeur et d'un auteur, c'est aussi la famille, c'est aussi le conjoint. Alors je voudrais que tu expliques un peu ce que toi, comment tu as vécu cette aventure, en quelques mots, hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais est-ce que tu as eu des moments de doute, qu'est-ce que tu as dû faire finalement? J'ai simplement soutenu Nathalie. Parle fort. Donc je disais que j'ai simplement soutenu Nathalie parce que à un moment elle écrivait, tu n'étais pas très satisfait du début et tu lui as dit élimine les premiers chapitres, commence après. Et donc, oui. J'ai oublié ça. Oui. Pour un auteur, c'est un peu comme si on jetait à la poubelle tout le travail déjà réalisé. Mais suite aux discussions, elle a pu réintégrer certaines parties de texte, certaines idées dans les chapitres suivants et ainsi améliorer un petit peu l'histoire pour que cette réflexion, cette première écriture ne soit pas complètement perdue. Rien n'est inutile. Et donc, comme ça, c'est des échanges. Toi, tu donnes ton avis, elle m'en parle, on en discute ensemble, et après, elle retravaille le projet, te le renvoie. Et donc, tout ça, ça fait mûrir un petit peu le projet. Et à aucun moment, je me décourage. Comme on a dit avant, c'est la famille, c'est tous ensemble qu'on arrive à un résultat. On parlait de la création d'un livre, c'est pas juste le texte et l'éditeur, comme tu dis, c'est un tout. L'illustratrice qu'on n'a jamais rencontrée faisait aussi partie du processus. On a vu les premières ébauches, on a dit ce qu'on aimait ou pas, et donc comme ça on arrive à un résultat qui satisfait tout le monde. Et au final c'est une fierté pour tout le monde parce que même si il n'y a pas mon nom dessus, ça ne m'intéresse pas. Moi je l'ai aidé à y arriver et c'est un peu un verre d'être édité et voilà. Je ne suis pas en premier plan, mais je suis là, je la soutiens et je vais continuer. Merci beaucoup. Alors on va terminer sur ton avenir proche, en tout cas au niveau éditorial, je peux déjà annoncer que tu seras présente, ou en tout cas tu as intérêt d'être présente à la Foire du Livre de Bruxelles. C'est entre le 21 et 25 février, donc on s'arrangera pour que ce soit une date qui te convienne avec ton horaire et voilà. Sinon, je sais aussi que tu souhaites participer au prochain recueil de poètes. Donc voilà, mais en dehors de ça, est-ce que tu as d'autres projets, que ce soit en dehors de Novelas ou voilà. Pour l'instant, j'avais mis en parenthèse les fanfictions que j'étais en train d'écrire. Certains m'ont réclamé la suite, donc j'aurais peut-être clôturé les 2-3 histoires qui étaient en cours et passer à autre chose après. Et peut-être que je reviendrai vers toi pour écrire un second roman. Qui serait une suite ou Non, totalement différent? pas du tout, non. Okay. Je n'ai pas encore comme projet d'écrire des trilogies ou des suites.
Je suis plus, je veux dire, comme on dit, c'est Genre un de niveau. one-shot, un roman, c'est une histoire. Ok. Eh ben, on verra ça. Tu connais le processus éditorial maintenant? Donc ça, Je connais ça, tout tu mon connais. téléphone par cœur, maintenant, c'est bon. On est parti. Alors, donc je te remercie. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisserai la parole pour poser d'éventuelles questions. Mais je veux juste profiter qu'on est déjà quasi à la mi-décembre pour souhaiter à tout le monde de bonnes fêtes de fin d'année. Je suppose que tu te joins à moi pour ça. Donc voilà, et je vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'année prochaine et de bon vent. Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous n'en avez pas, on pourra passer tout de suite au bar. Moi j'en ai une. Ah, haut et Comment fort. t'es venue l'idée d'écrire un livre sur cette histoire de miroir? Je ne sais pas toi, mais je trouve qu'un miroir, c'est quelque chose qui est un peu angoissant parce que un miroir, ça va te donner le reflet de toi-même, mais c'est une vérité toute nue. Que tu sois de bonne humeur, de mauvaise humeur, joyeux, triste, que tu sois pas du matin, ou que tu reviennes fatigué, le miroir il va toujours te renvoyer, je veux dire, ce reflet juste de toi-même. Et tu en tires les conclusions que tu veux. C'est toi-même qui te forges ta propre opinion d'après une vérité toute nue. Donc tu te dis dans le reflet, ah non ça va j'ai bonne mine, je peux sortir ce soir, oh mon Dieu j'ai mauvaise mine, alors que concrètement ton visage n'a pas changé, mais c'est selon ton humeur. Et je me dis s'il pouvait parler ce miroir, qu'est-ce qu'il te dirait? C'est à cela que cette idée angoissante. Une autre question? Les prénoms des personnages, est-ce que c'est choisi au hasard ou... Non, Non, pas du tout. Agnès, je pensais à l'agneau. Donc, elle a tout du petit agneau, faible, fragile, mais qui va révéler peu à peu son caractère durant le roman. Et c'est le personnage que je voulais mieux évoluer. Alors, Benoît, A, B, C. Benoît, B et Christophe. Si je vous dis pourquoi je l'ai appelé Christophe, je vais vous révéler une partie de la fin de l'histoire. Et ça, je ne peux pas. Pour le moment, je ne peux pas. Mais son nom n'a pas été du tout choisi au départ. Moi en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là, donc merci beaucoup.